Les grands adversaires de fin de niveau, ou ce que l'on appelle les boss, constituent un élément incontournable des parties de jeux de rôle, et ce depuis leur premier pas avec le fameux porte-monstre-trésor de Donjons et Dragons. Depuis lors, les techniques et les règles se sont complexifiées, mais l'idée reste toujours la même en substance. Et c'est au MJ qu'incombe la tâche difficile de créer, de faire apparaître, de combattre et de mourir cette apothéose de l'aventure d'un soir qu'est le boss. Et le concept de boss en lui-même soulève tout d'abord un premier point épineux dans la relation MJ-joueur, surtout dans le jeu de rôle où la statistique peut jouer des mauvais tours des deux côtés, qui est celui de la frustration. Développons un peu ce point avant de nous pencher sur les quelques conseils de fabrication d'un boss. La tension dramatique au niveau d'un combat contre un boss est telle qu'elle doit faire naître des sentiments épiques et galvanisants tout en reflétant l'âpreté d'un combat où la victoire doit être méritée à la sueur de son front. Mais comment jauger un boss avant de le lâcher comme ça sur les joueurs? C'est là tout le cœur du problème auquel un MJ doit faire face. En effet, si le boss est trop fort, les joueurs risquent d'être frustrés que leurs tentatives ne portent pas leurs fruits. A l'inverse, un boss qui se fera éliminer en 2-3 coups de cuillère à peau sera tout aussi frustrant que cela soit pour le MJ que pour les joueurs. Et c'est pour tenter d'atténuer cette double frustration réciproque et peut-être même essayer de l'éviter que je vous fais un petit peu ce guide sur comment fabriquer un nouveau boss. Alors un boss se construit un peu de la même manière qu'un personnage, mais tout en étant bien supérieur à la moyenne, afin que le challenge soit au rendez-vous. Voyez donc le boss comme un ensemble de forces et de faiblesses qui le caractérisent, et qui lui sont propres, et qui vont créer l'unicité du combat dans lequel les joueurs vont s'engager. Mais comment construire ces forces et ces faiblesses? Car si cela ne tenait qu'à nous, MJ, on ferait un boss qui se déplace aussi vite que la lumière, qui frappe comme Goldorak, qui a une intelligence cosmique et qui gobe des pistaches sans même enlever la coquille. Mais il faut savoir rester humble avant tout. Pour construire cet archétype de boss, on peut s'aider de la technique du polygone des aptitudes, présentée ci-dessous. La force, qui caractérise la puissance de frappe du boss et la violence de ses coups. L'intelligence, qui représente sa faculté à anticiper les actions des joueurs, ou bien à user de son environnement, ou encore de magie. L'agilité, qui caractérise la faculté de boss à se mouvoir et à esquiver les attaques. La dextérité, qui comprend les aptitudes du boss à se battre, utiliser ses armes ou encore percevoir les adversaires dans la sphère du combat. Ce que j'appelle la chance, c'est la faculté du boss à influer sur son environnement de manière non volontaire et d'engendrer ainsi des situations où tantôt elles seront en sa défaveur, tantôt en sa faveur. Le pendant inverse de l'intelligence en gros. L'endurance, qui représente la constitution physique du boss, et ses facultés à prendre des coups ou à tenir face à un combat qui s'éternise. Et comme vous pouvez le voir aussi, il existe de ce fait plusieurs paliers de niveau d'aptitude allant de très faible à très fort. Si l'on gradue chaque aptitude par un point que l'on relie ces points, on obtient alors un polygone qui va représenter schématiquement les aptitudes du boss en question. Nota bene, les 6 points de l'hexagone que je vous ai dit sont libres à interprétation et sont libres à changement. À vous de faire comme vous le sentez, mais vous allez voir que la construction n'est pas anodine à la fin. Par exemple, voici un polygone d'aptitude pour un boss que l'on pourrait voir comme un gros monstre un peu lent, assez lourd et pas forcément intelligent. Autre élément de construction notable, les aptitudes qui sont diamétralement opposées sont de nature contraire. L'agilité est l'inverse de l'endurance, la force l'inverse de la dextérité et l'intelligence l'inverse de la chance. Il faut donc toujours garder à l'esprit donc que quand on crée un boss et qu'on cale une aptitude à une valeur élevée, son pendant opposé doit être un peu dévalué ou du moins revu à la baisse. Car si l'on supprime cet aspect d'opposition qui relie les aptitudes contraires, on supprime une composante force-faiblesse et on risque de se retrouver avec un boss peu cohérent et frustrant pour les joueurs. N'oubliez pas que si vous connaissez vos joueurs, c'est encore mieux, car il sera plus facile d'adapter la difficulté en fonction de qui vous avez dans votre partie. Car par exemple, poser un monstre légendaire ultra difficile à des joueurs plus débutants vous amènera forcément au casse-pipe. A noter que proposer un adversaire trop facile à des joueurs rodés sera tout aussi frustrant. La composante force-faiblesse d'un boss est une chose, et libre à vous après de l'user ou de l'adapter en fonction. Mais l'environnement dans lequel évolue le combat en est toute une autre, car ce dernier peut être source de bien de retournements de situation. Il ne faut jamais oublier de mettre en scène le décor de la salle où va se situer le combat final, quitte à mettre des éléments qui de prime abord vous semblent inutiles en tant qu'AMJ mais qui pourraient s'avérer très intéressants sous l'action de l'imagination débordante de vos joueurs. A noter que l'environnement peut être un élément en faveur des joueurs, du boss, ou bien perturbateur du combat. Tout dépend de quelle orientation on veut donner dans le combat en tant que MJ. En effet, un combat au bord d'une falaise enneigée ne sera pas vécu de la même manière que dans la cour d'un château en flammes. Les opportunités et les dangers qui se présentent aux joueurs seront radicalement différents et ces derniers pourront tenter d'en tirer profit à leurs risques et périls.
Il faut donc garder ces conditions en tête, que cela soit pour les joueurs et pour le boss en lui-même. Par exemple, pour un combat au sommet d'une falaise enneigée, le sol peut s'avérer glissant et une chute de la falaise serait mortelle. Le combat pourra donc s'orienter vers une tournure plus indirecte, où chacun des camps va essayer de faire basculer l'autre dans le vide en le déstabilisant. Néanmoins, si le boss glisse et chute, qui dit qu'il n'entraînera pas avec lui les joueurs? Il faudra sans doute que d'autres joueurs se mettent plus en péril pour secourir les autres, et ainsi de suite. A noter également que ce même décor n'est pas un élément figé et peut être amené à évoluer au cours du combat, engendrant de nouvelles opportunités à saisir, tout en métamorphosant la bagarre. N'allez pas non plus faire une grande description du décor qui entoure la salle du boss, ce serait inutile et vous allez perdre énormément de temps. Faites une description sommaire et puis laissez ensuite la libre discussion ouverte avec les joueurs. Laissez-leur en effet l'opportunité de vous demander s'il y a tel ou tel élément du décor et répondez par la négative ou l'affirmative en fonction si vous trouvez ça cohérent. Alors comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, un combat face à un boss se doit d'être épique et source de tension afin qu'il soit le paroxysme vibrant d'une partie de jeu de rôle. Mais voilà, vous avez vu votre monstre trop à la hausse et vos joueurs se font juste défoncer la figure, ou bien au contraire, vous n'avez pas prévu que vos joueurs seraient aussi inventifs et votre boss se fait ouvrir en deux. Dans un cas, c'est trop difficile, dans l'autre, trop facile. Premier cas, celui d'un boss trop au-dessus du niveau général des joueurs. Catastrophe, vous avez surestimé vos joueurs ou bien mal géré votre boss au niveau de ses statistiques. Bref, ce dernier est en train de mettre en pièces l'équipe, ce qui n'est pas le but, rappelons-le. Le jeu de rôle étant là pour faire vivre des aventures et non pour être générateur de morts de personnages en masse, sauf cas exceptionnel de certains jeux de rôle orientés plus dans cette optique. Que faire dans pareil cas? La situation étant proportionnellement délicate au niveau de description de décor que vous avez posé, car moins le décor est fourni, plus cela diminuera les éléments possibles de rebondissement sur lesquels vous pourriez, en tant que MJ, rebondir pour rééquilibrer un peu la balance. Le deuxième souci se pose quand il s'agit d'orchestrer pareil rééquilibrage, sans agir de manière trop flagrante, sans quoi on accentue considérablement la frustration des joueurs qui vont voir le combat retourner en leur faveur par un miracle aussi improbable qu'indépendant de leur action. Si vous n'avez pas forcément prévu un décor qui vous permet de rebondir pour rééquilibrer le combat, il est alors possible de se rabattre sur des éléments plus propres au boss afin de mettre en exergue ses faiblesses pour que les joueurs puissent tenter de s'y engouffrer. Par exemple, un mage qui commence à tomber en rate de mana et qui est donc plus vulnérable pendant le moment où il régénère son énergie magique. Ne perdez surtout pas l'esprit qu'un rééquilibrage de ce type au cours d'un combat est une porte que vous ouvrez aux joueurs et non pas une trappe que vous dérobez sous leurs pieds. Aiguillez ces derniers discrètement vers les faiblesses mises en avant du boss ainsi que cela soit eux et eux seuls qui renversent la tendance, et nullement un miracle du seigneur Meugeux tout-puissant. Parlons du deuxième cas, celui où un boss est en dessous de la moyenne imposée par vos joueurs et se fait donc ravager en quelques tours. Là, le problème est encore plus épineux, puisque cette fois-ci, il risque d'engager une frustration à la fois chez les joueurs et chez le MJ. En effet, les joueurs n'auront pas eu le combat épique dont ils rêvaient, et le MJ aura vu toute la tension dramatique portée dans le combat retomber tel un soufflet mal fait. Pour parer à d'éventuelles frustrations des joueurs, on peut alors opter pour plusieurs plans d'action, mais aucun d'entre eux n'est parfait. On peut par exemple atténuer les actions exercées sur les faiblesses du boss et les complexifier un peu. Par exemple, un boss risque de se faire trancher les tendons d'Achille pour chuter dans le vide, rajouter une carapace à cet endroit histoire de faire durer un peu plus ce combat, tout en laissant comprendre aux joueurs qu'ils ont vu juste. Problème de cette méthode, vous agissez dans la précipitation et risquez de partir dans des incohérences peut-être un peu flagrantes. Alors ou encore, vous pouvez rajouter une deuxième vie au boss, blessé et changer son mode de combat. Par exemple, toujours avec le boss avec les tendons d'Achille tranchés, bien il restera au sol mais sera plus violent et plus stable dans sa posture, le rendant plus difficile à bouger et à achever. Problème de cette méthode, vous créez une phase du boss qui n'est pas forcément maîtrisée car non prévue, et vous ne pouvez répéter cela à l'infini car cela risque de devenir vite lassant et de plus en plus précipité, et donc flagrant. Vous pouvez aussi induire un timer pendant lequel le boss verra ses forces décuplées par la rage avant de chuter comme mort tel un berserker. Problème de cette méthode, encore une fois, on risque de tomber très vite dans des actions trop puissantes et incohérentes. Vous voyez bien qu'il y a diverses méthodes et que aucune d'entre elles n'est à 100% garantie. Parlons maintenant de la frustration du MJ de peut-être voir un de ses boss comme ça se faire massacrer en quelques coups de cuillère à peau. Sachez que celle-ci n'a pas lieu d'être dans pareil cas. En effet, je vois beaucoup trop de maîtres du jeu qui voient ceci comme une défaite de leur part, alors que ce n'est nullement le cas. Un MJ n'est pas du tout l'ennemi des joueurs, il est le conteur de l'histoire. Et l'histoire peut des fois tourner en grande faveur pour les joueurs. Et c'est ainsi, et c'est ce qui fait le sel un petit peu de tout le hasard de cette aventure que vous êtes en train de conter. Alors quitte à faire, autant que cela soit pour le meilleur et que tout le monde rigole.
Ne refusez pas l'accès à la faiblesse d'un boss pour la concéder 1 heure plus tard parce que vous avez décidé que le combat a duré le temps qui vous complaisait, car cela se verra, et pour la peine, les joueurs verront leurs efforts d'1 heure gâchés alors que la solution était déjà trouvée. Si les joueurs trouvent très vite la faiblesse du boss ou comment le battre, ou par un jeu de dés on va dire, que de quelques statistiques, ils vous l'éclatent en quelques coups, eh bien tant mieux pour eux. Cela vous motivera pour mettre la barre un peu plus haut la prochaine fois et offrir de nouveaux challenges qui feront vibrer vos joueurs. N'oubliez pas qu'un bon MJ est un MJ qui partage les émotions de ses joueurs afin de se poser non pas en tant qu'ennemi des joueurs, ni en tant qu'allié, mais simplement en tant qu'ami qui raconte une belle histoire d'aventure et qui invite d'autres de ses amis à prendre part à cette dernière. Donc riez avec vos joueurs quand ils défoncent un boss, et partagez aussi leur euphorie qui suit une victoire âprement méritée, ou même trop facile. Et surtout, on ne le répétera jamais assez, une bonne partie du jeu de rôle est constituée d'un MJ qui respecte ses joueurs et de joueurs qui respectent leur MJ. Donc amusez-vous, que vous soyez joueur ou MJ, mais surtout, amusez-vous ensemble.